bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Ce soir, pour la dernière émission de Vision, nous parlerons de ce qui va changer à la rentrée universitaire prochaine. La date de la rentrée a été arrêtée au 4 septembre. L'annonce a été faite il y a quelques semaines. Plusieurs questions se posent alors. Dans quelles conditions va-t-on aborder cette nouvelle année, en présence toujours de la pandémie? Le système hybride adopté durant cette année exceptionnelle sera-t-il reconduit? Des nouveautés sont aussi annoncées, notamment pour les nouveaux bacheliers. Le ministère de l'Enseignement supérieur a dû s'adapter à cette crise sanitaire en numérisant notamment les inscriptions. Une plateforme numérique a été mise en place. On vous dira tout dans un moment. Et sachez aussi qu'au début du mois dernier, du mois de juillet, se sont tenus les travaux d'une journée d'évaluation de la formation en sciences médicales supervisée par 3 départements ministériels, où il a été principalement question d'établir le bilan de ces 3 premières années de refonte des études médicales. Quelles sont les recommandations retenues? Nous en parlerons également. Des nouveautés sont également attendues pour cette rentrée. Nous avons sur ce plateau avec nous professeur Lakhdar Grienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doyen de la faculté de médecine, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et nous accueillons également professeur Boualem Saïdani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'enseignement et de la formation supérieure au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci d'être avec nous, professeur Saïdani. Alors, face aux retombées de la crise sanitaire, nombreux sont ceux qui abordent avec appréhension leur futur retour à l'université. Plusieurs questions se posent. À quoi va-t-elle ressembler, professeur Saïdani? Est-ce que nous avons pu établir le bilan de cette année exceptionnelle pour savoir s'il fallait relancer les mêmes mécanismes ou pas pour l'année qui arrive ou la rentrée prochaine? Absolument. D'abord, merci pour votre aimable invitation. Nous avons passé en effet une année tout à fait exceptionnelle. Et il a fallu, bien entendu, des mesures exceptionnelles pour faire face à cette situation sanitaire qui perdure au sein de notre pays. Et il était utile et important de l'appréhender de manière intelligente et de manière pragmatique pour pouvoir réaliser les objectifs pédagogiques en matière de formation et de recherche, tout en mettant en place des outils de gestion et de gouvernance à même de conduire à des résultats probants. Alors, l'année universitaire 2020-2021 se termine, voire tire à sa fin. Nous avons fait le bilan. Le bilan est satisfaisant, je ne dirais pas très satisfaisant, mais satisfaisant dans le sens où pratiquement toutes les universités, toutes les écoles ont bouclé leurs enseignements, les examens de rattrapage. Il en reste quelques-unes. Ça a été une année qui était très très difficile pour pouvoir à la fois préserver la santé de la communauté universitaire, mais aussi réaliser des objectifs pédagogiques et préserver la qualité de la formation. Oui, aujourd'hui, la 3e vague intervient un peu à la fin de l'année des universitaires, hein, l'année universitaire. Donc, on peut peut-être à ce moment-là tirer un satisfecit sur l'enseignement pédagogique qui a pu être accompli. Tout à fait. Cette 3e vague qui commence à prendre de l'ampleur au niveau de notre pays, malheureusement, nous a quelque part dérangé pour finaliser l'année dans des conditions acceptables. Et nous avons enregistré un certain nombre de cas de Covid dans plusieurs villes universitaires, ce qui a contraint les responsables pédagogiques locaux de reporter un certain nombre d'examens de rattrapage, notamment pour le mois de septembre. Et là, je saisis cette occasion, si vous me le permettez, afin de rassurer la communauté estudiantine que l'administration universitaire, que le ministère de l'Enseignement supérieur prendra des mesures pour pouvoir leur donner la chance de rattraper donc les examens qui n'ont pas pu passer. Donc certaines universités ont été touchées par la pandémie plus que d'autres. Certains départements, certaines facultés, des foyers, certaines écoles, effectivement. Et là, la question a été débattue aujourd'hui même au niveau de la conférence nationale des universités, et des mesures appropriées vont être prises en faveur de cette communauté estudiantine qui est malade du Covid. Donc je les rassure que leur prise en charge sera assurée. Très bien. Donc les examens seront reportés, j'imagine, à la rentrée universitaire au mois de septembre. Comment ça s'est passé au niveau de la faculté de médecine? Est-ce que ce système hybride de distanciel et de présentiel a pu fonctionner? Bien entendu qu'il a pu fonctionner, même si au départ,
La mise en route a été légèrement laborieuse. On a abordé une nouvelle situation, donc de nouveaux supports, de nouvelles méthodologies auxquelles les enseignants comme les étudiants devaient s'adapter. Oui. C'était une inconnue au départ, et puis, j'allais dire, tout le monde est monté dans le train. Et la vitesse du train s'est améliorée en cours de route et maintenant nous sommes en vitesse de croisière. Il est clair qu'il y a encore des progrès à faire concernant toute l'infrastructure, j'allais dire le hard, qui va supporter, j'allais dire, tout cet enseignement en distanciel. Qu'ils soient en direct ou qu'ils soient, j'allais dire, en ligne tout simplement. Oui, on en reparlera avec beaucoup plus de détails dans un petit moment, mais on va revenir d'abord aux bacheliers, puisque d'ici la semaine prochaine, on aura les résultats du bac. Et là, il y a quand même des nouveautés. Il y a eu des efforts qui ont été fournis pour répondre un peu à la demande, vous le disiez, avant l'enregistrement, aux parents et aux élèves, notamment sur la moyenne du bac et l'orientation. Absolument. Le travail pour la préparation de la rentrée universitaire 2021-2022 a commencé depuis déjà quelques mois. On a commencé par la visite des chantiers pour pouvoir offrir de nouvelles places pédagogiques et de nouveaux lits pour accueillir la communauté estudiantine dans de bonnes conditions. Au titre de l'année prochaine, nous allons recevoir près de 40 000 places pédagogiques supplémentaires et plus de 30 000 lits. Et puis, par la suite, la deuxième opération phare pour la préparation de la rentrée universitaire, c'est la circulaire. C'est la circulaire portant orientation et inscription des nouveaux bacheliers. Donc les conditions d'accès à certaines spécialités ont changé. Et effectivement, la circulaire de cette année apporte des nouveautés, mais aussi elle garde un certain nombre de principes fondamentaux qui sont basés sur la transparence en matière d'orientation des étudiants, de leur inscription et de l'équité, tenant compte de la spécialité du bachelier, sa moyenne, sa circonscription géographique. Alors, comme nouveauté cette année qui sont portées par la circulaire, nous avons la moyenne d'accès à un certain nombre de filières et de spécialités qui a été revue. Les années passées, cette moyenne est basée essentiellement sur la moyenne obtenue au baccalauréat. Pour cette année, pour plusieurs domaines, ce n'est plus la moyenne du baccalauréat qui est mise en exergue uniquement, mais c'est une moyenne pondérée où nous allons prendre en considération la moyenne du baccalauréat, multipliée par un coefficient 2, plus la moyenne de la matière ou des matières essentielles de la filière demandée par le bachelier. Par exemple, si on veut aller en médecine, comment ça va se passer? Si on veut aller en médecine, pour un bachelier, par exemple, en sciences expérimentales, ça va être sa moyenne du baccalauréat, multipliée par 2, plus la note obtenue en sciences naturelles, le tout divisé par 3. La matière des sciences naturelles est essentielle pour la médecine, donc nous allons la pondérer, nous allons la prendre en considération et nous allons offrir l'opportunité aux bacheliers qui auraient obtenu une moyenne au baccalauréat qui n'est pas très bonne, mais qui auraient excellé dans la matière des sciences de la nature et de la vie. Cette pondération va être en faveur de l'étudiant de manière systématique. On a toujours dit que notre baccalauréat était toujours très rude et que certains bons élèves pouvaient flancher le jour d'examen, donc ça va leur permettre un peu de se rattraper. Le même exemple pourrait être donné pour les langues étrangères. Quelqu'un qui aurait fait les langues étrangères au lycée, pour être orienté vers la langue anglaise, nous allons prendre la moyenne du baccalauréat multipliée par 2 plus sa note d'anglais divisée par 3. Donc là, nous allons valoriser la matière essentielle qui concerne la filière de la langue anglaise au niveau des universités. Alors, comment voyez-vous cette nouveauté, professeur Grienne? On sait aujourd'hui que la filière des sciences médicales est très demandée, qu'il y a beaucoup d'étudiants, ce qui n'est pas forcément bon pour la qualité de l'enseignement. Est-ce que ça vous effraie ou vous trouvez que c'est encourageant pour les futurs étudiants? Non, cette nouveauté, j'allais dire, va dans le bon sens, puisqu'on va valoriser les disciplines, j'allais dire, évaluées au niveau du bac et qui intéressent la filière de l'étudiant. Donc ça va éventuellement compenser la moyenne du bac qui ne serait pas à la hauteur de l'attente du bachelier. Donc est-ce qu'il n'y aura pas une plus forte demande dans ces cas-là? La demande risquerait d'augmenter.
Non, je ne crois pas. Celui qui a envie de faire des études en sciences médicales, je crois que la proportion elle est pratiquement toujours la même à travers le pays. On le voit par rapport aux demandes qui sont faites. Ça dépendra aussi des places pédagogiques bien entendu, qui seront... La circulaire aussi prévoit d'autres nouveautés, oui. Par exemple pour les sportifs d'élite qui auraient voulu faire une spécialisation dans les sciences de l'éducation physique. Là aussi, pour ces sportifs d'élite spécifiquement, on ne va pas leur exiger une moyenne minimale, par exemple de 11 ou de 12 sur 20 au niveau du bac, mais avec un 10, avec une moyenne minimale, ils pourraient accéder vers cette filière puisqu'elle est en parfaite adéquation avec la vocation du sportif. On encourage les compétences aujourd'hui dans l'orientation. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut favoriser, ne plus orienter un petit peu selon uniquement les places pédagogiques. On a été très très attentif à la demande des bacheliers, à la demande des étudiants, à la demande aussi des parents des bacheliers. Monsieur le ministre est très attentif sur ça, est très sensible sur la question et toutes les doléances que nous avons pu récolter par-ci, par-là, nous les avions prises en considération dans le cadre de l'élaboration de cette circulaire qui va permettre plus d'équité, plus de transparence en direction des bacheliers, mais aussi en direction de leurs parents. Alors, grande nouveauté qui attend également les bacheliers, c'est le nouveau mode d'inscription. Le ministère de l'Enseignement supérieur a fourni beaucoup d'efforts à ce niveau-là, en numérisant, mettant une plateforme numérique à la disposition des bacheliers, que ce soit pour l'inscription, mais aussi pour le paiement. Absolument. C'est une opération phare, c'est une opération extrêmement importante, voire même stratégique pour notre pays, puisque le secteur de l'enseignement supérieur va accueillir des centaines de milliers de nouveaux bacheliers. Et là, il faut une mobilisation totale. Les conditions sanitaires sont malheureusement défavorables pour tout rassemblement. Et donc, on était contraint de mettre en place un nouveau dispositif et dématérialiser carrément l'opération de l'orientation des nouveaux bacheliers, mais aussi de leur inscription. Alors, en matière d'orientation, nous allons commencer par des portes ouvertes virtuelles à partir du 24 juillet, où tous les portails numériques des universités vont être présentés. Les bacheliers vont pouvoir faire des visites virtuelles et prendre en connaissance toutes les nouveautés et toutes les potentialités du secteur de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'il offre comme possibilité d'inscription. Mais par la suite, il va y avoir une opération d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est aussi une opération qui se fera exclusivement en ligne. Et puis la troisième étape qui est celle des inscriptions qui aura lieu à partir du 4 septembre jusqu'au 9 septembre. C'est aussi une opération qui va se faire exclusivement en ligne, sauf pour des cas particuliers où nous allons prévoir un dispositif particulier. Tout le monde n'a pas forcément accès à la technologie. Un plan B, un dispositif particulier au niveau des universités au cas où il y aurait des difficultés ou des imprévus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette opération d'orientation et d'inscription des nouveaux bacheliers sera totalement dématérialisée, sera faite à distance. Et là, je voudrais remercier nos amis, nos collègues au niveau du ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications, de l'Éducation nationale, qui nous ont accompagnés dans cette opération, dans la mesure où nous allons pouvoir accéder directement sur des bases de données de ces trois ministères pour pouvoir extraire un certain nombre d'informations, comme par exemple l'extrait de naissance que nous allons pouvoir extraire, la photo d'identité du bachelier, le bac du bachelier, et également permettre le paiement des frais d'inscription via la carte Dhahabia. C'est un service qui est offert par Algérie Post et je tiens à remercier donc les trois secteurs pour leur accompagnement efficace et pour l'oreille très attentive qu'ils nous ont prêtée, et tout est enfin prêt pour démarrer dans cette opération, et j'espère qu'il va y avoir la compréhension et l'adhésion de tout le monde. Bien sûr, pour ceux qui n'y ont pas accès, peuvent toujours passer par la voie normale et passer à la poste, par exemple, et payer son mandat. Mais c'est à titre exceptionnel. Oui.
On favorise beaucoup plus le travail à distance, l'orientation et l'inscription à distance. Très bien. Alors, pour passer aussi aux nouveautés, on reste avec les nouveautés. Les responsables de 15 facultés de médecine du territoire national avaient pris part, donc je le disais, au début du mois de juillet, à la faculté de médecine d'Alger, une importante réunion de travail supervisée par 3 départements ministériels. On voit là aussi qu'il y a une coordination avec tous les départements, donc travail, santé et enseignement supérieur, pour d'abord faire le bilan des 3 premières années de refonte des études médicales. Alors, quel a été le bilan? C'est la première refonte depuis 1971, si je ne me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien renseigné, bien informé. Alors, la réflexion sur la refonte a démarré en 2015 et son application a démarré en 2018. La première année d'application, c'était 2018-2019 pour les étudiants inscrits en première année de médecine. Et donc là, nous sommes à la 3e année d'application. Donc ça concerne les 3 premières années de médecine qui constituent ce qu'on peut appeler le premier cycle des études médicales. Et bien entendu, à la fin de ce premier cycle, il faut évaluer parce que, j'allais dire, cette étape d'évaluation est fondamentale. Pour poursuivre déjà la refonte et améliorer. C'est elle qui va nous permettre d'identifier les points forts et les points faibles, surtout d'identifier les points faibles éventuels pour les corriger, pour y remédier. Et en particulier, on a remarqué que l'enseignement à distance, il faut le renforcer et le diversifier. C'est-à-dire que les méthodes utilisés, les outils qui vont être utilisés pour cet enseignement à distance, il faut qu'ils soient les plus performants possibles et les plus variés possibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, mettre en ligne un cours classique. On va mettre des cours sous forme, j'allais dire, ludique, où il y a du contenu, j'allais dire, écrit, où il y a des capsules vidéo, où il y a des démonstrations, où, par exemple, on peut montrer un geste médical qui dure 2-3 minutes. Donc, voyez, pour garder l'attention un petit peu de l'étudiant, car on peut se lasser. Déjà, en théorie, pendant le cours, on capte mieux quand même, en distanciel. Vous avez fait un bilan de cette année. Est-ce que les cours prodigués en distanciel ont porté leurs fruits? Alors, grosso modo, les cours qui ont été dispensés étaient à 50% en distanciel et 50% en présentiel. Globalement, je ne rentre pas dans les détails. Les cours en distanciel au départ ont été, comme je vous l'ai dit au tout début, un peu laborieux, mais par la suite, ça s'est bien affiné et on a trouvé, j'allais dire, les bonnes solutions. Il est clair que peut-être, mais ça, le sondage le montre un petit peu, il n'y a pas l'égalité complète, totale pour tous les étudiants. Donc l'accès à Internet peut poser aussi problème quelque part. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Donc on a aussi des solutions pour l'avenir. Comment mettre en place des structures à l'intérieur de la faculté où les étudiants peuvent aller consulter Il faudrait doter l'université aussi d'une connexion à haut débit. Ces supports pédagogiques qui vont aider ces étudiants qui n'ont pas accès chez eux à Internet de pouvoir le faire au niveau de la faculté. Mais est-ce que ce sera vraiment du distanciel à ce niveau-là, puisque quand même, ils seront au niveau de l'infrastructure, Quand vous parlez aussi aujourd'hui de distanciel et de présentiel pour les sciences médicales, on a besoin de pratique essentiellement. Beaucoup d'étudiants se plaignent aujourd'hui d'une formation qui manque de pratique. Est-ce que c'est dû au nombre élevé d'étudiants ou aux moyens? Alors d'abord, je vais quand même faire le distinguo entre les enseignements qui concernent le premier cycle, les 3 premières années d'études en sciences médicales, qui sont des enseignements sur les bases fondamentales de ces études-là, de la future profession. Donc ce sont les bases fondamentales. Donc l'aspect pratique intervient uniquement en 3e année où les stages cliniques commencent. Mais les premières 2e années, il n'y a pas de stage clinique. Donc c'est là que devra intervenir la refonte et les changements que vous devrez apporter à partir de la 3e année. Non, la 3e année, c'est déjà apporté. C'est pour la 4e année. Donc c'est là où... Oui, la 3e année fait partie du premier cycle. Voilà, donc le 2e cycle qui est constitué des 4e, 5e et 6e années de médecine. Là, les aspects pratiques sont fondamentaux, sont essentiels. Et donc, il y a une formation non seulement dans les structures universitaires, mais aussi dans les structures hospitalières. Alors, comme vous dites, il y a effectivement la massification, il y a le problème de nombre d'étudiants. Actuellement, les stages cliniques des étudiants de 4e, 5e ou 6e année se font de manière modulaire. L'étudiant
par exemple, est en cardiologie, il va passer 6 semaines dans un service de cardiologie. Mais ces 6 semaines, il va les passer dans un centre hospitalo-universitaire. Et on s'aperçoit que, vu le nombre, la prise en charge, j'allais dire, pertinente et surtout performante de ces étudiants n'est pas au rendez-vous. Oui. Alors on s'est dit, il faut peut-être élargir et trouver d'autres terrains de formation. Et c'est là où on a fait appel au ministère de la Santé, notre partenaire, j'allais dire. Vous formez pour le ministère de la Santé. Oui, mais j'aime pas trop ce terme, former pour le ministère. On a l'impression que nous sommes des prestataires de services pour la santé, alors que c'est plus que ça, vous allez voir. C'est plus nuancé, c'est plus subtil. Donc on s'est dit, mais il y a d'autres structures hospitalières qui peuvent recevoir des étudiants, en particulier les structures de proximité, les polycliniques, les EPSP, où il faudra identifier des personnels qui sont capables d'enseigner à nos étudiants. Donc on va identifier, c'est ce qu'on appelle ces prochains tuteurs, qui vont être sous la tutelle pédagogique de l'université, de la faculté, par le biais des responsables de modules. Donc on mettra en place un réseau d'enseignants à différents points. Le CHU, c'est une chose, mais les structures périphériques, c'est autre chose, et c'est un complément indispensable. Et de plus, ces terrains de formation périphérique, c'est là où le futur médecin va voir l'essentiel de la pathologie, l'essentiel des patients qu'il verra une fois qu'il est professionnel. Au niveau des CHU, des centres hospitaliers universitaires, l'étudiant voit les cas les plus compliqués, les plus difficiles, qu'il verra très rarement au cours de sa vie professionnelle en tant que médecin généraliste. Donc, le mieux, c'est d'utiliser ces terrains de formation qui sont adaptés à cette formation et qui vont soulager les structures hospitalo-universitaires, ce qui va concourir à améliorer la qualité de la formation pratique, de la formation clinique. Et c'est essentiel. Et ce sera appliqué à partir de quand? Ça sera appliqué à partir de la rentrée prochaine. Vous avez déjà tout prévu, identifié, comme vous avez dit, les tuteurs. Ça sera finalisé dans... Allez, je vais vous dire quand. Ça sera finalisé. C'est notre ministre de l'Enseignement supérieur, avec son secrétaire général, qui nous a donc... planifier tout ça, ça sera définitif le 26 juillet. Le 26 juillet. Très bien. Je vous donne le scoop. Hein. Personne ne le sait. On a le scoop le 26 juillet. Je ne vous dirai pas où ça se passera. On vous suivra alors. Alors, professeur Saïdani, on l'a vu aujourd'hui, on ne va pas encore parler des nouvelles formations et aujourd'hui de la médecine qui doit aussi s'adapter aux nouvelles technologies et aussi aux pandémies qu'on l'a vu. Ça évolue constamment. Il y a d'autres domaines qui évoluent aujourd'hui et auxquels nous devons nous inscrire aussi. Il y a l'ouverture de nouvelles écoles supérieures qui sont attendues pour cette rentrée prochaine, notamment pour les mathématiques et l'intelligence artificielle. Il y a toute une volonté, une stratégie derrière d'aller vers un véritable technopole. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, effectivement, la volonté politique de notre pays voudrait passer d'un statut d'université classique vers un statut d'université tout à fait nouveau. Et le premier exemple que nous allons mettre en place, c'est la technopole de Sidi Abdallah. Et d'ailleurs, dans le cadre de la révision de la loi d'orientation sur le secteur de l'enseignement supérieur, la gestion de ces technopoles est prévue. C'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle organisation, c'est de nouveaux défis, c'est une nouvelle méthodologie de travail. Donc ça va être une technopole qui va abriter des écoles d'élite. Alors ça commence, pour ne pas dire qu'on ne va pas rester dans les projets sans lendemain. Ça commence réellement à se mettre en place. On y est. Nous avons travaillé déjà depuis presque une année sur ce projet. Déjà, nous avons maturé 2 dossiers qui vont être mis en place. Le démarrage de 2 écoles nationales supérieures d'élite va commencer à partir de septembre prochain, Inch'Allah. Donc elles seront sur les choix des bacheliers. Ils sont déjà dans la circulaire et ça fait partie aussi des nouveautés de cette circulaire. Donc il va y avoir la mise en place de 2 écoles, l'École nationale supérieure des mathématiques et c'est une école qui va
être en quelque sorte le prolongement naturel du lycée de mathématiques de Cuba, qui a une dimension nationale, mais aussi c'est une structure, c'est une école qui va donner l'opportunité pour nos étudiants qui sont nombreux, qui veulent faire des mathématiques de très haut niveau, des mathématiques appliquées, d'utilité. Ce n'est pas de l'abstrait, ce n'est pas du théorique, on va vers la pratique mais vers la pratique. Et en parallèle, il y a la nouvelle école de l'intelligence artificielle également qui va être lancée en septembre avec des conditions d'accès assez, je dirais, assez consistantes. Et c'est des écoles qui vont rentrer en service. Quelles seront les conditions d'accès? Alors, pour l'intelligence artificielle, ça va être avec un minimum de moyenne pondérée qui est égal à 16. Et là, on prendra en considération les mathématiques, la physique, oui. Tout à fait. Moyenne du baccalauréat multiplié par 2, plus maths, plus physique. Et on calcule une moyenne pondérée. Pour l'école des mathématiques, ça va être une moyenne de 14 pour la candidature. Et puis par la suite, on verra en fonction de l'offre et de la demande. C'est des écoles qui vont baigner dans un environnement numérique. C'est des écoles qui vont accueillir des étudiants qui auraient un statut... les moyens, le matériel, tout y est. Des étudiants avec un statut particulier qui vont avoir des bourses particulières, qui vont être hébergés dans des conditions particulières, qui vont avoir des moyens que nous allons renforcer au fur et à mesure. En tous les cas, nous sommes en train d'accomplir des efforts colossaux pour réussir le lancement de ces deux écoles. Aller vers ce pôle technologique aujourd'hui, l'avenir, qui est un peu l'avenir d'une nation. Construire au fur et à mesure ce technopole, Inch'Allah, qui va être un modèle. Un futur Silicon Valley algérienne. J'espère. Vous me l'avez arraché. Voilà, je vous l'ai prise. Alors justement, quelle sera la capacité d'accueil de ces écoles? Alors, nous avons des capacités d'accueil qui sont extrêmement importantes. 1000 places pédagogiques pour les maths, 1000 places pédagogiques pour l'intelligence artificielle. Mais nous allons commencer progressivement en fonction de la demande des étudiants et en fonction des capacités des postulants à ces écoles. Mais en tous les cas, la capacité globale de chaque école est estimée à 1000 places pédagogiques. Alors aujourd'hui, on le voit, il est essentiel d'aller vers tout ce qui est nouvelles technologies, modernité. Si on veut prendre le train en marche, il ne pas rester en arrière. C'est aussi la même chose pour les sciences médicales. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter juste à la théorie. La pratique nécessite de se mettre à jour tous les jours avec l'introduction des nouvelles technologies, ce qui n'est pas encore forcément le cas au niveau de la faculté de médecine. Non, absolument, vous avez résumé la situation. Et ces nouvelles technologies, elles sont aussi bien dans le domaine de la pédagogie, parce qu'il faut que nos enseignants, j'allais dire, maîtrisent tous ces nouveaux outils qui vont améliorer la qualité de la formation, mais c'est aussi lié à l'évolution technologique dans la pratique médicale. Maintenant, il n'y a plus un diagnostic qui peut se faire sans exploration biologique ou radiologique. Et donc, il faut que le médecin puisse maîtriser un peu, je dirais peut-être pas l'utilisation, mais l'analyse et l'interprétation des données fournies par ces technologies nouvelles. Maintenant, on parle d'IRM, on parle de réalité virtuelle. Mais ça ne se fait pas en faculté de médecine. Cela s'apprend sur le terrain, comme vous le disiez tout à l'heure, pendant le résidanat ou... Non. Pendant les études médicales, ce qui ne se faisait pas va se faire, a commencé déjà à se faire. Je prends un exemple simple. Quand on enseignait l'imagerie, on enseignait... Voilà, je pensais à l'imagerie. On enseignait peu de choses par rapport à ce qui existe. Aujourd'hui, on leur enseigne l'imagerie classique, mais on enseigne ce que c'est que, je dirais le mot que tout le monde comprend. Qu'est-ce que c'est qu'un scanner, qu'est-ce que c'est qu'une échographie, comment ça fonctionne, comment ça se fait, dans quelles conditions, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Et en plus, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, il faut adapter le contenu de notre formation aux besoins de notre population. Il ne faut pas former pour former. Il faut former des gens qui sont utiles, des gens qui ont des compétences, qui pourront prendre en charge les besoins réels
et se projeter sur l'avenir, c'est-à-dire anticiper les besoins. Alors, donc commencer à former des gens qui pourront prendre en charge les futurs besoins. Alors notre population a justement changé, évolué, on prend un peu de l'âge. Oui, vous n'avez qu'à nous voir. Et ben justement, il faut adapter et également la formation pour les personnes âgées, la gériatrie juste notamment. pour faire simple, on est passé d'une médecine, j'allais dire, où on s'intéressait beaucoup, on se focalisait sur les maladies dites transmissibles. Et qui n'existent pratiquement plus, qui sont soignées aujourd'hui. Qui en tous les cas beaucoup régressé grâce, j'allais dire, au progrès réalisé par le système de santé et tous les acteurs de ce système. Mais maintenant, il faut prendre en charge les nouvelles pathologies qui sont prégnantes, qui sont... j'allais dire, présentes à des taux élevés. Je prends les maladies chroniques, je prends l'hypertension artérielle, je prends le diabète, je prends le cancer, je prends les maladies dégénératives, je prends des pathologies liées au vieillissement, je dirais pas à la vieillesse, mais liées au vieillissement, les pathologies mentales. Je prends l'Alzheimer. On a des cas maintenant. On a des cas qui ne sont pas forcément bien diagnostiqués. Donc il faut que nos futurs médecins généralistes aient les compétences pour pouvoir non seulement diagnostiquer ces pathologies, mais les prendre en charge au quotidien, pouvoir les suivre, pouvoir anticiper les complications. Etc. Pour participer aussi à l'économie de santé, parce qu'il y a cette dimension aussi qui intervient. Parce que le médecin, il ne faut plus le réduire à sa qualité d'expert médical. Il n'est pas qu'expert médical, il est autre chose qu'expert médical. Il est aussi gestionnaire, il est aussi communicant. Il faut qu'il sache parler aux malades, à la famille des malades. Il faut qu'il sache parler aux autorités, à ses supérieurs. Il faut qu'il sache parler avec ses collaborateurs. Le médecin, il ne travaille pas seul. Il travaille dans une équipe, dans le cadre d'une équipe. Il faut qu'il puisse parler avec tous les membres de l'équipe. Il faut qu'il puisse planifier le travail de tous les membres de l'équipe. Donc vous voyez, c'est le médecin 5 pour les hospitalo-universitaires. Il nous faut un médecin 2.0, voilà. Aujourd'hui. Oui, 2.0, on est presque le 2.50. Ce qui veut dire qu'il y a des compétences nouvelles à développer chez les futurs médecins généralistes. Ça, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le bilan de ce qui nous manque aujourd'hui. Est-ce que c'est pris en charge dans la refonte qui va concerner le deuxième cycle? Absolument, bien sûr que c'est pris en compte et ça, j'allais dire, c'est issu de réflexions qui ont duré des mois et des mois. Ça a même commencé... des années, aujourd'hui, on se réfère toujours à 71, 50 ans après. Je parle pour ce qui est uniquement du deuxième cycle, parce que le premier cycle, je vous ai dit, ça a commencé en 2015. Et maintenant, on continue, j'allais dire, dans la même lancée, dans la même perspective. Il faut intégrer les besoins de la population, il faut intégrer les besoins en santé, je ne dis pas en soins, les besoins en santé de la population. Il faut intégrer les nouvelles méthodes et outils pédagogiques pour améliorer tout ça, pour que ça se fasse plus vite, pour que ça se fasse mieux et que ça concerne le plus grand nombre. Oui. Et un point important, c'est toujours évaluer ce que l'on fait de manière très régulière. Évaluer. Oui, ce qui nous manque fortement chez nous, c'est l'évaluation. Cette refonte médicale, elle a été réfléchie dans une optique mondiale. C'est-à-dire le médecin formé en Algérie va avoir les mêmes compétences qu'un médecin qui est ailleurs, qui est en Europe ou qui est aux États-Unis. D'ailleurs, on a été accompagné par un certain nombre d'institutions et d'institutions internationales pour l'élaboration de cette refonte et pour sa mise en application. Et je dirais aussi le secteur de l'enseignement supérieur, dans le cadre de sa vision et dans le cadre de ses missions, a épousé parfaitement bien la stratégie de notre pays qui s'articule autour de trois principaux axes qui sont la santé du citoyen à travers donc cette refonte des études en médecine dans une première étape, mais nous allons l'élargir à la pharmacie, à la chirurgie dentaire, mais aussi la sécurité alimentaire pour laquelle nous allons dédier 2 écoles nationales supérieures dans un futur proche, Inch'Allah, au niveau de Ouargla et au niveau de Oued Souf, et aussi la sécurité énergétique avec la création d'une école nationale supérieure dédiée aux énergies renouvelables au niveau de l'université de Batna, et également une thématique transversale
qui touche au numérique. Et là, il y a un certain nombre d'écoles qui sont créées, comme par exemple l'école des sciences, des technologies informatiques et du numérique à Béjaïa et d'autres. Donc vous voyez que le réseau universitaire, le réseau des écoles universitaires, la réflexion du ministère de l'Enseignement supérieur est en parfaite harmonie avec la stratégie globale de notre pays. Alors justement, hein, vous parlez aujourd'hui de l'université, comment elle fonctionne et que vous formez selon les besoins de la population, mais est-ce qu'il y a une vision claire, une stratégie claire? Est-ce que le ministère de la Santé a par exemple défini ses besoins en termes de spécialités? On forme beaucoup de spécialistes, beaucoup de médecins, mais est-ce que nous avons déjà évalué, vous parlez d'évaluation, c'est important, nos besoins, et pareil pour les autres secteurs, pour les autres formations, est-ce que nous avons évalué nos besoins pour qu'ils puissent par la suite trouver aussi un emploi, pour que cela corresponde à notre marché économique? Alors, vous parlez de l'adéquation formation-emploi, qui est quelque chose d'essentiel. Ce qu'il faut comprendre par le terme employabilité, ça ne veut pas dire l'embauche du diplômé, mais ça veut tout simplement dire, et c'est ce qui est admis au niveau international, et c'est ce qui est compris du mot employabilité, c'est de former des diplômés universitaires avec des compétences et des aptitudes qui vont leur permettre une insertion dans le marché du travail. Mais pour leur permettre cette insertion, M. Saïdani, il faut déjà qu'ils fassent des stages au niveau des entreprises pendant leur cursus universitaire. Or, chez nous, c'est très rare qu'il y ait cette partie consacrée des études à la pratique réelle. Alors, c'est pour ça que dans notre projet de nouvelle loi portant sur l'enseignement supérieur, nous avons prévu l'institutionnalisation d'une structure extrêmement importante au sein de nos universités qui va faire le lien entre le monde universitaire et le monde industriel. Donc c'est ce pont qui a été depuis des années très très fragile et parfois inexistant. C'est cette structure de liaison université-entreprise qui va être institutionnalisée, qui va être mise en place. Ça ne sera pas du bénévolat, mais ça sera une structure officielle qui fera partie intégrante de l'organigramme de l'université, qui va devoir organiser toute cette... Il faut qu'il y ait un ancrage pour créer cette alternance entre le monde du travail et l'université. Et d'autre part, nos offres de formation, à l'avenir, Inch'Allah, et nous avons ouvert un gros dossier au niveau du secteur de l'enseignement supérieur qui est la révision de la carte de formation universitaire, où désormais toutes les offres de formation au niveau de chaque université vont devoir être en adéquation avec l'environnement socio-économique, en adéquation avec le projet de l'établissement, en adéquation avec les besoins du marché du travail et surtout en harmonie avec le développement de la connaissance et des outils technologiques. Donc c'est ce dossier que nous allons ouvrir, Inch'Allah, pour le montage futur des offres de formation. Ça sera en partenariat avec le secteur socio-économique, avec les secteurs utilisateurs. Alors justement, si vous permettez, je saisis juste votre question pour dire que nous, en médecine, la formation ou les stages sur le terrain sont effectifs à partir de la 3e année de médecine. Donc nous avons affaire à des formations qu'on peut qualifier de professionnalisantes. Donc les stages... Est-ce que tous les étudiants en bénéficient aujourd'hui? Est-ce que c'est assez fréquent? C'est obligatoire. En médecine, tous. Non, c'est obligatoire. Ça, on le sait pour les CHU. Mais vous parliez de la pression aussi du nombre d'étudiants. Mais ça, on est en train de diversifier les terrains de formation, de stage pour les étudiants, de manière à ce qu'ils voient... Mais il y a eu des étudiants formés en chirurgie qui n'ont pas touché un bistouri. C'est-à-dire, est-ce qu'à ce niveau-là, il ne faut pas... Je récuse votre affirmation. Il est impossible qu'un résident en chirurgie n'ait pas tenu un bistouri entre les mains un nombre de fois très élevé. Non, ça, ce sont des... Peut-être pas une fois, mais 1000 fois. Voilà, ce sont des affirmations qui ne reposent sur rien, donc je les écarte comme ça, je les balaye d'une main facile. Donc nous, la formation professionnalisante bénéficie de ces terrains de stage sur le terrain. Est-ce que vous formez selon les besoins de la population aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques dictés par le ministère de la Santé? Question très pertinente. Je ne vais pas, refaire l'histoire ou parler d'histoire. Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, les deux secteurs que sont l'enseignement supérieur et la santé se sont beaucoup rapprochés pour définir ensemble
en particulier pour le secteur de l'enseignement supérieur, qu'est-ce que nous devons former? On sait pour qui on forme, mais qu'est-ce que l'on doit former? Quel est le profil de ce médecin généraliste que l'on doit former? Donc des réflexions conjointes entre les deux secteurs sont en train de se faire et vont se poursuivre pour justement identifier de manière précise quels sont les vrais besoins, de manière à les évaluer correctement et former, j'allais dire, à la carte pratiquement. On va faire du sur-mesure tout en pensant à prévoir ce qui risque d'arriver. Donc, il faut anticiper les besoins futurs. Alors justement, vous parliez du médecin généraliste. Alors, pour revenir aux standards, c'est important. Alors, tout à l'heure, on a parlé des raisons qui ont conduit à la refonte de ces études médicales. Une autre des raisons, c'est qu'il faut que nous soyons dans le train des gens des pays développés qui mettent en place un certain nombre de critères, un certain nombre de normes. Et il y a des structures internationales, il y a des structures, il y a des institutions internationales qui vont valider, qui vont certifier les diplômes, et en particulier les diplômes de médecins. Et ceci ça devait commencer en 2023. À cause de la pandémie, c'est retardé d'une année, ça va commencer en 2024. Pour que nos diplômes de médecins algériens soient reconnus à travers le monde, il faut qu'on puisse répondre, j'allais dire, au cahier de charges, j'allais dire universel. Qu'est-ce qui nous manque dans ce cahier de charges? Et nous nous inspirons de ce cahier de charges aussi dans le cadre de cette refonte. C'est pris en compte. C'est pris en compte. Parce qu'il faut que nos diplômés aient des diplômes qui soient reconnus partout. J'ouvre juste une parenthèse. C'est vrai que ces diplômes sont reconnus et j'espère reconnus par la suite partout. On voudrait quand même garder nos médecins chez nous. Oui, bien entendu. Mais vous, pour rester avec la pandémie et la formation, notamment des étudiants, est-ce que cela n'a pas freiné justement leur formation cette année? Quelque part, oui. Il faut rester toujours honnête et mesuré. Nos stages, les stages de nos étudiants se font dans les hôpitaux, en particulier dans les CHU. Il se trouve que nos CHU doivent faire face à cette nouvelle pathologie, à cette pandémie. Et donc, vous avez quelquefois des services entiers qui sont dédiés à la prise en charge de ces malades-là, de ces patients-là. Je prends un service de pneumophysiologie que je connais bien. Lorsqu'il est entièrement, j'allais dire, organisé pour prendre en charge les malades Covid-19, il ne peut pas, j'allais dire, enseigner, former, faire apprendre aux étudiants convenablement les objectifs pédagogiques qui leur sont assignés. Et donc, il y a, j'allais dire, il faut réagir très rapidement pour redéployer nos étudiants à travers d'autres structures. Et le fait d'utiliser très prochainement les structures périphériques, qui, eux, ne sont pas strictement, j'allais dire, qui n'auront pas comme vocation essentielle de prendre en charge les malades Covid-19, où il y aura la majorité des autres pathologies, eh bien, nos étudiants pourront à ce moment-là bénéficier de stages qui seront utiles et qui vont leur permettre d'être non seulement compétents, mais j'espère performants. Madame, si vous permettez qu'on fasse une étude comparative par rapport à la fin de l'année universitaire 2019-2020 et celle de 2020-2021. Je vous assure qu'il y a un écart extrêmement important. Il y a une avancée extraordinaire dans la prise en charge de l'étudiant. L'année dernière, nous avons, de manière précipitée, de manière inopinée, utilisé tous les moyens. L'essentiel, c'était de terminer l'année universitaire, car la situation sanitaire était... éviter l'année blanche. était là. Elle a surpris tout le monde, on n'y était pas préparé. Mais avec cette expérience acquise l'année dernière et les améliorations qui ont été portées par les universités, par les collègues, par les échanges à travers le monde, etc., par le partage des expériences, la prise en charge de l'étudiant a été nettement améliorée cette année. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on a fait, la conférence nationale des universités, on en a discuté des expériences des autres pays, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Eh bien, je vous assure qu'il n'y a pas de quoi rougir. Chaque
chacun avait sa propre expérience, mais les problèmes étaient pratiquement les mêmes. L'interactivité, le problème des stages, le problème de débit Internet, le problème de décrochage des étudiants au bout d'un certain temps, etc. etc. La diversité de l'utilisation des outils pédagogiques, des plateformes pédagogiques, etc. Donc tout ça a été évoqué et nous sommes dans une dynamique de progression et d'amélioration des conditions de travail et des conditions de formation de nos étudiants. Alors, quant à la recherche scientifique médicale, hein, on va en parler également avec vous, elle n'est pas encore très généralisée aujourd'hui. Oui. On se contente seulement des éléments cliniques et là, il faudrait intervenir également, participer dans des revues scientifiques plus pour nos médecins, ou ouvrir des laboratoires, donner l'accès davantage à ce secteur-là. Très bien. D'abord, concernant la recherche médicale, d'un point de vue international, la recherche médicale en Algérie est sous-évaluée. Elle est sous-évaluée. Si on regarde les classements, on est mal classé, mais pas toujours, on n'est pas toujours au bon endroit. Pour une raison toute simple, c'est que le médecin, lorsqu'il publie, il publie généralement au nom de la structure hospitalière. Donc, lorsqu'on fait des recherches à travers les grands instituts, etc., on recherche Université d'Alger, Université d'Oran, de Constantine, de Sétif, de Béjaïa, on ne trouve pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les gens ont publié, non pas sous le nom d'université, mais sous le nom d'hôpital. Donc on est en train d'y remédier pour essayer de corriger ça pour une meilleure visibilité. Au-delà de la visibilité, est-ce que maintenant, effectivement, sur le plan de la recherche, ça coûte de l'argent. La recherche nécessite un engagement. Et ce que nous ne savons pas faire, et j'espère qu'on va s'améliorer, nous ne savons pas mutualiser nos moyens. Chacun, je dis toujours, chacun sait bien travailler chez soi. Mais dès qu'on nous demande de travailler à 2 ou à 3 en transversal, ça va beaucoup moins bien. Donc il faut qu'on ait cette culture du partage, cette culture de la mutualisation des moyens. Et je vous ai dit, la recherche coûte cher de nos jours parce que ça fait appel à des technologies de pointe, ça fait appel à des instruments, récents. Et vous venez de le dire, vous ne pouvez plus publier dans les grandes revues internationales scientifiques si vous n'avez pas des résultats de génétique, des résultats d'anthropologie. Donc, on est obligé de passer par là. On en a pris conscience. Ça, c'est déjà un point positif. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Et actuellement, par le biais de la DGRSDT, la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, il y a eu le PNR, Plan National de Recherche, qui a introduit, un critère important. C'est que les projets de recherche qui vont être retenus, quel que soit le domaine de la santé ou de l'énergie ou ailleurs, il faut que ce soit des projets qui impliquent à la fois le monde académique et le monde économique. Et ça, c'est une très bonne chose pour déjà montrer que la recherche, c'est utile et que ça a des retombées pratiques, ça a des retombées économiques. Il faudrait que les entreprises aussi jouent le jeu. Il faudrait travailler. On parle de transversalité. Je pense que même pour l'enseignement supérieur, il y a peut-être 2 fractures au niveau du secteur de l'éducation et au niveau de l'emploi. Comme vous le disiez, chacun avance seul, sans objectif tracé, visible. Par exemple, pour l'éducation, les matières scientifiques, pour la langue également, pour les sciences médicales, on étudie en langue arabe, puis on se retrouve à étudier en langue française. Ça doit poser problème pour de nombreux étudiants. Pour l'emploi, c'est pareil. Il faut agir à tout ce niveau-là. Vous avez parfaitement raison. Il ne faut jamais se voiler la face, se cacher la vérité. Nous, pour ce qui est des études médicales, bien sûr, l'enseignement se fait en langue française. Et, il ne faut pas le nier, il y a quelques étudiants qui ont des difficultés avec la langue française. Oui, quand on sait que la matière n'est peut-être même pas enseignée dans certaines régions. Qu'est-ce qui a été fait pour y remédier? Eh bien, le nouveau bachelier qui s'est inscrit chez nous, dès le début, on lui fait subir un test de niveau. On commence par le français. On lui fait un test. Ce n'est pas un examen. C'est pour voir quel est le niveau qu'il a en français. Et en fonction de son niveau, on met en place une formation en français pour justement l'améliorer et le mettre au même niveau que ceux qui ont déjà bénéficié de cette culture française au sens large. Il faut intervenir aussi à ce niveau-là. Maintenant, il faut aussi qu'on puisse adapter nos méthodes d'enseignement de ce français
ou de l'anglais en deuxième langue, parce sûr. qu'en deuxième année de médecine, on introduit également l'enseignement de la langue française, de la langue anglaise. Donc, il faut qu'on puisse simplement trouver avec les éducateurs, avec les experts, avec les professionnels, quelles sont les meilleures méthodes qui donnent les meilleurs résultats. Parce qu'en général, ça dure une année pour le français. Aujourd'hui, les plus grandes publications sont en anglais, sont en langue étrangère. Donc, oui, toute la documentation est quasiment en anglais. Oui. Vous lisez de l'anglais, vous publiez en anglais, vous collaborez, vous partagez en anglais. Voilà. Il y a de la critique d'articles universitaires, j'imagine même à la faculté. Donc, alors, je saisis la balle au bon. Parmi les nouveauté dans le cadre de la refonte, eh bien, on a introduit par exemple l'initiation à la recherche. Oui. L'initiation à la recherche, c'est quoi? Il y a une formation en méthodologie de recherche clinique. Il y a un enseignement qui n'existait pas. Eh bien, il existe. Il y a un enseignement pour la lecture critique d'articles qui n'existait pas. Eh bien, il va exister. Et il y aura l'anglais qui aura été fait en principe en deuxième année. Et j'espère que ça sera, ça sera efficace. Ce sera le dernier mot. Il nous reste 1 minute pour conclure cette émission. Monsieur Saïdani, justement, créer ce pont avec tous les secteurs, je le disais, l'éducation, l'emploi, le travail, la santé et les entreprises, en termes absolument. Dans la politique générale du secteur de l'enseignement supérieur, il y a cette synergie qu'il va falloir mettre en place entre les différents secteurs et cette collaboration qui devrait être très, très étroite. Vous avez évoqué le problème de langue, mais on peut évoquer également le problème des mathématiques qui sont pas bien prises en charge au niveau national. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics ont décidé de l'installation d'une commission pour renforcer l'enseignement des mathématiques à tous les niveaux, depuis le primaire jusqu'au supérieur, et également renforcer le lien avec le secteur, tous les secteurs utilisateurs des diplômés de l'université qui constituent la matière grise et la richesse essentielle de notre pays. Donc cette synergie, cette mutualisation des moyens, que ce soit sur le plan terrain de stage, connaissances, moyens, etc., même des compétences qui se trouvent au niveau de l'industrie, qui peuvent être très très utiles pour des formations qualifiantes et professionnalisantes au niveau des universités. D'ailleurs, on est en train de réfléchir, on est en train de mettre en place un dispositif réglementaire pour attirer ces compétences qui existent au niveau de l'industrie, au niveau des autres secteurs, pour pouvoir nous accompagner dans les formations professionnalisantes. Je termine par un petit point. Je souhaite beaucoup de succès pour les candidats au bac. Dernier mot, très court. Alors, je dirais juste 2 mots concernant la recherche. On a beaucoup parlé de recherche médicale. Il ne faut pas oublier la recherche pédagogique. C'est essentiel. Si on veut avoir de bons médecins, il faut avoir de bons formateurs pour avoir des soins de qualité et une prise en charge des besoins de nos concitoyens. Merci. Auquel je souhaite Aïd Moubarak. Merci. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Nous souhaitons donc une belle réussite à tous les bacheliers. Les résultats seront connus la semaine prochaine. Et puis, tout se fera sur une plateforme numérique, comme cela a été expliqué sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Aïd Moubarak et très bonnes vacances à tous. Et prenez soin de vous.